Bonjour, bienvenue pour cette seconde session de Coup d'État. Donc je m'appelle Oussama Ammar, on va passer la matinée ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler de comment avoir des idées pour sa start-up. Mais peut-être avant de démarrer, qui ici a déjà une start-up? Ok, qui veut... Et tous les autres, vous voulez faire une start-up? Ouais? Non, vous êtes juste en touriste. Il faisait beau, la verrière est bonne. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est j'ai envie de faire une start-up, mais j'ai pas d'idée. Et c'est une phrase évidemment que je trouve étrange parce que je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont réellement eu une idée. Alors l'un des sujets, c'est qu'il faut comprendre que la plupart des entrepreneurs, ils tombent dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. C'est très rarement une démarche consciente parce que souvent les démarches conscientes, elles sont bloquantes. Quand les gens ils réfléchissent à c'est quoi mon projet, c'est quoi mon chemin, qu'est-ce que je vais faire dans les 18 mois qui viennent, c'est hyper paralysant parce que d'un seul coup, on est face à l'infinité des possibilités. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire et que tout nous passionne, eh ben on peut tout faire. Et quand on peut tout faire, qu'est-ce qui se passe? En général, on ne fait rien. C'est un processus assez classique d'action, c'est que plus il y a de choix, et moins on arrive à faire de choix. Ça s'appelle le syndrome Tinder, by the way. C'est un des grands fléaux du monde contemporain. Alors, les idées, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que les idées, il n'y a pas si longtemps, ça avait beaucoup de valeur, et d'un seul coup, ça n'a plus de valeur. Et l'une des choses qu'on répète le plus souvent dans le monde des startups, c'est que les idées n'ont aucune valeur. Et alors, il faut comprendre pourquoi on dit ça. On dit ça parce que l'information, elle est devenue fluide. Les gens, souvent, n'ont pas compris ce que Internet avait changé au monde, et notamment parce qu'on vit avec Internet, et on a beaucoup de mal à se souvenir à quoi ressemblait le monde avant qu'Internet existe. Et bien, avant qu'Internet existe, quand on voulait se renseigner sur un sujet, quand on voulait savoir ce qu'une entreprise à l'autre bout du monde faisait, c'était très très dur. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qu'une boîte américaine ou chinoise ou je ne sais pas quoi fait, vous pouvez utiliser Internet. D'ailleurs, ça atteint des sommets. Nous, on a des boîtes dans The Family qui payent des gens à travers le monde pour aller faire des screenshots des produits privés de leurs concurrents. Et ils vont sur des plateformes genre Amazon Mechanical Turk ou je ne sais pas quoi, et ils trouvent des gens pour 10 $, 15 $ qui leur font tous les screenshots des produits concurrents pour qu'ils puissent comparer, copier, etc. Donc, Internet a commoditisé les idées, c'est-à-dire que ça a rendu quelque chose qui n'était pas fluide, rare et qui avait de la valeur en quelque chose que n'importe qui peut prendre, que n'importe qui peut trouver, et que tout ce qui est fluide et commun, eh ben, tout simplement perd en valeur. C'est simple offre et demande. Et quand on dit les idées n'ont pas de valeur, c'est parce qu'aujourd'hui, les idées ne font plus la différence. Vous ne pouvez pas réellement impressionner quelqu'un avec une idée. D'ailleurs, un des trucs très choquants que moi j'ai dans ma vie professionnelle, c'est de feinter l'enthousiasme quand les entrepreneurs viennent. Parce que quand les entrepreneurs viennent, ils vous présentent leur idée. C'est un peu comme les enfants quand ils vous montrent un dessin. Même si c'est le millième dessin d'enfant que vous voyez, vous avez envie de dire « Oh, c'est mignon !» Parce que si vous commencez à dire aux gosses « Ça va, je suis maîtresse, ça fait 30 ans qu'on m'en montre des dessins, petit mioche, ton dessin il est aussi pourri que les autres », c'est pas la bonne ambiance en tant que maîtresse. Parce que chaque enfant se sent unique. Et bien de la même façon, chaque entrepreneur se sent un peu unique avec son idée et pense que son idée est incroyable. Et nous, on a un phénomène, un biais un peu bizarre, c'est que c'est très, très rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais c'est très, très rare qu'on se fasse pitcher une idée qu'on n'a pas déjà vue ailleurs. Parce que forcément, nous, on passe nos journées à faire trois choses. On passe nos journées à rencontrer des gens qui ont des idées. On passe nos journées à parler à des investisseurs qui ont vu des idées à travers le monde. Et on passe nos journées à benchmarker les idées sur 5 continents. Résultat, la probabilité qu'un jour vous ayez une idée que personne d'autre n'ait eue, elle est très faible. D'ailleurs, il y a un écrivain argentin que j'adore qui s'appelle Borges, qui a écrit un livre qui explique que tous les livres ont déjà été écrits et qu'en fait, chaque livre qu'on écrit n'est qu'une combinaison aléatoire de lettres dans un univers donné. C'est-à-dire que si vous avez 26 lettres dans l'alphabet et que vous générez de façon aléatoire des lettres, vous finiriez par réécrire tous les livres qui existent dans le monde. Parce que tout simplement, un livre n'est que la combinaison de lettres et d'espaces random, et donc tous les livres existent déjà mathématiquement. Tous les livres qui peuvent être écrits, tous les livres qui seront écrits, tous les livres qui ont été écrits existent déjà. Et ben c'est la même chose avec les startups.
toutes les idées que vous pouvez avoir, toutes les idées que les gens ont eues, toutes les idées qui peuvent exister, en quelque sorte existent déjà. Et en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir une idée, c'est de rendre cette idée concrète et réelle. Donc la valeur, c'est l'exécution. La valeur, c'est comment on transforme quelque chose qui est un simple projet, un simple souhait, un simple désir, en quelque chose qui est concret, réel et qui fonctionne. Et ce travail de rendre les choses concrètes, c'est un peu comme le geste artistique. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes dans l'entrepreneuriat vis-à-vis des idées. La première chose, c'est que les idées, en anglais ça marche mieux, idea are bitch, parce que forcément, ce que vous imaginez n'est jamais ce que vous voyez. Donc il y a une espèce de distorsion terrible entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui devient concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça un truc très contre-intuitif que les entrepreneurs ne comprennent pas. C'est beaucoup plus simple d'exciter les gens sur quelque chose qui n'existe pas que quelque chose qui existe. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelque chose existe? Ça ne ressemble jamais à ce que les gens imaginent. À The Family, on a une blague, on appelle ça Minority Effect. C'est le fait que Minority Report Effect, c'est le fait que c'est comme dans le film Minority Report, vous savez, cette interface avec les doigts incroyables où il zoome, il fait des trucs comme ça, genre de truc qui n'existera jamais dans une interface parce que ça sert à rien. D'abord, personne n'est aussi beau que Tom Cruise, déjà. Donc vous, devant cette interface, vous auriez l'air beaucoup moins cool et beaucoup moins classe. Mais deuxièmement, en fait, ça sert à rien. Aucune interface n'a besoin d'autant d'effets. C'est marrant 3 jours, mais au bout de 3 semaines, c'est très chiant. Et le problème, c'est que quand vous décrivez votre idée à quelqu'un, les gens ont une sorte de Minority Report Effect. Vous dites, je vais faire une plateforme qui fait ABC, et le type imagine un vaisseau spatial. Puis vous revenez 4 semaines après avec votre MVP, et là le mec il regarde et fait ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, fabriquer une start-up, c'est un peu comme traverser un radeau, la Manche sur un radeau. Si vous allez et que vous dites à vos potes, je vais traverser la Manche sur un radeau, ou pire, l'Atlantique sur un radeau, si vous voulez faire une grosse boîte, il y a un phénomène un peu bizarre, c'est que vous êtes un héros le jour où vous l'annoncez. Donc imaginez, vous êtes fièrement sur la plage avec votre radeau, les gens viennent, prennent des photos, vous vous dites, voilà, moi je vais traverser, tout le monde passe et dit, waouh, il va traverser, il va être sur ce radeau, ce truc-là, waouh, c'est incroyable. Et puis quand vous êtes de l'autre côté et que vous avez traversé l'eau, vous êtes de fait un héros, vous êtes passé de l'autre côté. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, en train de pagayer, de galérer, qu'il fait froid, qu'il y a des vagues de 5 mètres, et que les mecs passent sur leur yacht et disent « Vas-y, arrête de te faire du mal, monte et prends un CDI comme tout le monde », forcément, vous avez l'air bizarre. Vous avez forcément... Il y a toujours un moment où vous serez très seul et vous ne pouvez chercher que les ressources au fond de vous. Il n'y a personne qui peut vous aider dans ce moment-là. Il n'y a pas grand monde qui, à ce moment-là, peut comprendre ce que vous faites. Et pourquoi? Parce que les gens se sont arrêtés sur cette idée qu'est la traversée. L'idée de la traversée est beaucoup plus romantique que la traversée elle-même. Et c'est vrai dans plein de domaines. L'idée de la danse est plus romantique que l'entraînement qu'il faut pour danser. L'idée de la plupart des sports est beaucoup plus romantique que l'idée que le sport réel. Et parce que tout le monde a un storytelling et tout le monde cache les efforts qu'ils font lorsque personne ne les regarde. Un entrepreneur, il vient et dit, voilà, j'ai bâti ça dans la soirée. C'est un peu la blague de Mark Zuckerberg qui, dans sa première interview, quand il a lancé Facebook, il a dit, voilà, l'université, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Moi, j'ai codé ça en 15 jours. Bon, bah, pour la petite histoire, il a passé 6 mois, nuit et jour, à coder le truc. Mais si vous dites, j'ai passé 6 mois, nuit et jour, j'ai galéré, j'en peux plus, c'est quand même beaucoup moins, en termes de gestes et d'attrait, beaucoup moins sympa que dire, voilà, j'avais 15 jours de libre, j'ai fait ce petit truc. Et évidemment, ce storytelling, ensuite, il va distordre les gens qui veulent démarrer. Parce que les gens se disent, ah, mais si je ne le fais pas en 15 jours, Mark Zuckerberg l'a fait en 15 jours, si moi je ne le fais pas en 15 jours, alors je suis nul, alors je ne suis pas à la hauteur. Et le deuxième problème avec les idées, c'est que les idées, ça n'existe pas. Je m'explique. Le problème des idées, c'est que l'idée qu'on s'en fait est beaucoup plus floue que l'idée concrète qu'on en tire, qui elle-même est différente de la façon dont les gens le perçoivent et se l'approprient. Et alors, il y a un phénomène tout bête pour comprendre ça, ça s'appelle la réceptivité du lecteur. C'est la façon dont vous allez
comprendre un livre alors que les mots sont exactement les mêmes. Faisons une petite expérience mentale. Imaginons que je vous donne tous le même livre, je vous donne tous le même temps, et je vous dis de lire ce livre. Et ensuite, je vous pose 5 questions sur le livre. Quelle est la probabilité que vous donniez toutes la même réponse? Elle est de 0. Pourtant, c'est le même livre, pourtant, c'est les mêmes conditions, pourtant, vous avez le même temps. Pourquoi? Parce qu'on est des machines à perception. Il y a des choses, par exemple, une anecdote que j'adore, un jour, j'ai une amie qui me passe un livre, elle me dit, tu verras, c'est la plus belle scène romantique que j'ai jamais lue de ma vie. J'ai vraiment hâte que tu lises ce truc, c'est incroyable, ça m'a exalté, etc. Et la phrase, c'était « Et il la culbute sous un cerisier ». Je lis ça, je dis mais elle est complètement folle. Et donc je lui fais relire la phrase, je lui dis mais c'est ça ta scène? Elle dit non, non, c'est pas ça. Et en fait, elle est partie dans son monde intérieur, quoi. Enfin, elle a inventé un livre qui n'existe pas. Et on passe notre temps, en fait, à inventer des choses qui n'existent pas. Quand les gens disent bah, c'est factuel, il suffit de lire, etc., c'est parce qu'en fait, les gens sont malhonnêtes par rapport à leur propre processus interne. Et donc, le débat des idées, si vous êtes entrepreneur et que vous vous dites mon métier, c'est de trouver une idée, donc je vais aller parler de l'idée, vous allez rencontrer les 3 monstres des idées. C'est quoi les 3 monstres des idées? Le premier monstre, c'est le scepticisme. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'être sceptique qu'optimiste. Sceptique, c'est gagnant à tous les coups. Parce que si vous avez tort avec votre scepticisme, c'est pas grave, personne ne vous le reprochera. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient reprocher à un sceptique d'être sceptique? A posteriori. Jamais. Les sceptiques ont ce truc incroyable, c'est qu'ils ont un retour sur investissement infini, parce que s'ils ont raison, ils disent bah tu vois bien, je te l'avais dit, ça ne marchera pas. Et s'ils ont tort et que ça marche, ils feront croire que c'est grâce à leur esprit critique que vous avez fait quelque chose de mieux. Donc les sceptiques ont ce truc, cette stratégie parasitaire absolue et dominante, que quoi qu'il arrive, ils ont raison. Quoi qu'il arrive, quand vous êtes sceptique, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que de toute façon, vous trouverez toujours un angle dans lequel votre scepticisme a l'air d'être intelligent. D'ailleurs, regardez, pensez en termes d'image mentale et caricature. Quand on pense optimiste, qu'est-ce qu'on pense? On pense inconscient, béat, un peu bête, grand sourire. Comment il s'appelle cet acteur-là qui fait Yes Man? Jim Carrey. Vous voyez, on pense Jim Carrey. Il y a une espèce d'image, on a tout de suite, ouais, c'est un... Ouais, pas très malin. Alors que quand on pense sceptique, on pense quoi? Profond, intellectuel, esprit critique, incroyablement puissant. Il se laisse pas raconter des histoires, lui. Il est solide, concret, pragmatique, blablabla. Donc vous voyez, il y a déjà, en fait, vous avez déjà un premier problème, c'est que vous avez votre enthousiasme et votre idée, et vous avez tous ces gens autour de vous dont la seule intérêt, c'est de niquer votre idée. Ils n'en ont pas d'autre. De toute façon, ils ne vont jamais rien faire de leur vie. Donc c'est pas comme s'ils avaient envie que qui que ce soit fasse quelque chose. Donc vous avez ce premier problème. Ensuite, vous avez un deuxième monstre qui est aussi intéressant que le sceptique, c'est l'optimiste. Alors l'optimiste, il est terrible. Pourquoi? Parce que les optimistes ont tendance à se fréquenter entre eux. Parce que comme ils ne peuvent pas supporter les sceptiques, ils ont tendance à se reconnaître et se trouver des raisons. Et puis les optimistes, ils s'auto-entretiennent. L'optimisme de quelqu'un entretient l'optimisme des autres. Et quand vous mettez un groupe d'optimistes ensemble, eh ben, ils ont ce truc incroyable de croire que tout va marcher. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce serait mal? Bah, c'est mal parce que le problème, c'est que ça vous empêche d'avoir une approche réelle par rapport à votre idée et ça vous empêche d'affronter les problèmes concrets de votre idée. Nous, on le voit à The Family. Quand les gens viennent à The Family et rentrent à The Family et se font coacher à The Family, il y a au moins la moitié des gens qui détestent l'expérience parce que nous, on a un truc qui s'appelle l'honnêteté brutale où en fait, on dit « c'est génial ton truc, mais j'y crois pas une seconde et je vais te montrer en fait tout ce qui va pas ». Parce qu'on pense que c'est un processus où, en étant hyper violent avec les gens, on les confronte plus rapidement à la réalité, on les fait sortir de cette bulle de pessimisme et d'optimisme qui sont dans les deux cas des distorsions, et on les fait rentrer dans le concret et dans le travail de type bon, qu'est-ce que factuellement je peux faire pour que ça marche mieux? Mais c'est un process hyper violent.
C'est pas un process qui va avec bravo, c'est formidable. Et notamment, je le vois souvent dans les groupes d'entrepreneurs sur Facebook, où maintenant j'ai interdiction de participer. Je rigole. Oui, j'ai une femme qui maintenant on est au stade où si elle me voit commenter, elle vient m'engueuler. Parce que ça me rendait fou avant. Mais je me suis rendu compte que sur Internet, il fallait pas faire ça. Et en fait, ce qui se passe dans ces groupes-là, il y a toujours un mec pour venir poster un truc débile, du genre ouais, j'ai une idée géniale, l'électricité gratuite et illimitée pour tout le monde. Je cherche juste 3 stagiaires PhD en physique nucléaire pour le développer avec moi. Qui est in? Je sais pas, personne. Et là, vous voyez des dizaines de commentaires, et il n'y en a pas un intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a Monsieur Sceptique qui vient et qui dit « Oui, alors attention, l'énergie illimitée et gratuite, moi je pense pas que c'est possible. Bon, encore, beaucoup d'énergie pour pas cher. Je dis pas. Mais énergie illimitée et gratuite, c'est un mensonge. » Puis il y a l'optimiste, bah ça va, et Elon Musk, on lui avait dit que c'était impossible, et il a envoyé une fusée, et la fusée elle est revenue. Ah, vous regardez ça, et il n'y en a pas un pour dire au mec, va passer un diplôme en physique nucléaire, après tu parleras mon petit. Il n'y a pas un mec pour dire au mec, mais attends, concrètement, t'as fait quoi? Qu'est-ce que concrètement t'as fait de ta vie pour croire que t'avais le droit de venir nous expliquer à quoi ressemblerait l'énergie du futur? Et là commence le troisième ennemi, c'est la malhonnêteté. Pourquoi? Parce qu'on est tous, au fond, élevés pour être gentils. Notre éducation, à titre individuel, nous prépare pas du tout au monde entrepreneurial. Rappelez-vous quand vous êtes petit. Quand vous êtes petit et que vous êtes à la maternelle, s'il y a quelqu'un qui dit un truc complètement con, vous n'avez pas le droit de lui dire que c'est complètement con. C'est pas constructif, c'est pas sympa, c'est pas empathique, c'est pas tout ce que vous voulez. Et donc, et attention, hein, Dieu merci, hein, qu'on ne vit pas dans une société entrepreneuriale tous les jours. Donc on a tous appris à être polis, à faire attention aux autres, à pas blesser les autres, etc. Ce qui pose problème en fait, parce que quand vous êtes entrepreneur, ça devient en fait quelque chose de très dangereux. Parce que quand vous demandez l'avis des gens sur votre idée, qu'ils soient sceptiques ou optimistes, de toute façon, ce sera toujours distordu par la relation sociale. Et c'est comme ça que vous finissez avec des gens qui lisent Lean Startup. Dedans, ils apprennent qu'il faut aller faire des interviews avec des gens. Ils parlent à 10 potes. Ça donne un truc du genre « Ouais, je veux faire un réseau social pour chiens. » Et les gens répondent « Ah ouais, trop cool. Bon, moi, je pense pas que mon chien en a besoin, mais ouais, je vois bien le truc. » Et boum, les mecs peuvent passer 10 ans de leur vie à faire un réseau social pour chiens dont tous les chiens de la planète se foutent. Parce qu'aucun chien veut aller sur un réseau social, c'est un chien. Enfin, s'il avait parlé à un chien, il le saurait. Mais non, il n'a pas affronté le feedback utilisateur pour de vrai. Il a simplement créé une bulle de mensonges, de distorsions, dans laquelle il s'emprisonne. Et c'est pour ça qu'en fait, les idées, c'est tellement dangereux. Les idées, comme c'est pas réel, on peut passer des années à en parler. Ce qui par contre est réel, c'est la transformation d'une idée en quelque chose de concret. Et ce processus-là, c'est le processus entrepreneurial. Et ce qui est incroyable avec ce processus, c'est que c'est un processus continu. Très bizarrement, on dit « j'ai eu une idée, j'ai fait une boîte ». C'est très bizarre. Prenons par exemple, je sais pas, moi, toutes les entreprises que j'ai construites dans ma vie, j'ai jamais eu une idée. J'ai eu 400 idées. Il y en a peut-être 300 qui ont été implémentées dans la même entreprise. Sur les 300 qui ont été implémentées, il y en avait peut-être 20 qui marchaient. Et sur les 20 qui marchaient, il y en avait peut-être une qui faisait la différence. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est jamais une idée. C'est une collection d'idées sur plein de sujets. Vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre marketing, vous pouvez avoir des idées sur comment gérer votre production, vous pouvez avoir des idées. Et en fait, les idées, c'est un processus continu et foisonnant. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être ouvert d'esprit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être capable de développer des idées. Mais vous n'êtes pas à la recherche de l'idée. Parce que si vous êtes à la recherche de l'idée, la seule, l'unique, la vraie, c'est catastrophique. Ça ne fonctionne pas. Alors, la question c'est, ok, très bien, j'ai compris, l'exécution c'est hyper important, l'exécution c'est ce qui fait la différence, mais comment je trouve la première idée sur laquelle démarrer? Comment je passe cette première marche tellement paralysante? Alors, je pense que après 5 ans à The Family à regarder les entrepreneurs et 3 ans ou 4 ans à faire des conférences coup d'État,
J'ai compris quelques petits schémas. Alors, bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation. Bénis soient les entrepreneurs qui ont une vocation, parce que avoir une vocation, c'est rare. C'est pas donné à tout le monde. Et bizarrement, il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils ont une vocation. Nous, on le voit très souvent avec des entrepreneurs. Ils viennent, ils vous pitchent un truc complètement nul. Puis vous commencez à parler de leur vie et vous découvrez qu'ils sont passionnés d'un sujet. Vous leur dites, mais attends, pourquoi tu fais pas plutôt une boîte là-dessus? Parce que tu as l'air d'être très compétent sur le sujet. Et ils vont répondre un truc du genre, ah non, mais ça c'est juste un hobby. Alors, laissez-moi vous dire ce petit secret. Les hobbies, c'est hyper puissant. Là, je pense que la première grande source d'idées, c'est les hobbies. Avant de trouver une idée d'entreprise, trouvez un hobby. Les hobbies, c'est un truc de malade. À peu près tous les hobbies deviennent des espèces de géants et d'entreprises extraordinaires et des empires. Pourquoi ? Parce que les hobbies, c'est fait sans aucune arrière-pensée. Et c'est un moment où on apprend beaucoup. Les gens qui ont des hobbies sont des gens très chiants parce qu'ils ont une obsession dans la vie, ils font que ça. Et donc, ils développent des expertises qui sont quasi ésotériques dans leur domaine, qu'on ne peut pas développer autrement qu'avec ce niveau de passion. Donc, si vous avez la chance d'avoir un hobby, faites confiance à votre hobby. Vous verrez, tout hobby, et j'affirme ça avec beaucoup de force, peuvent devenir un business. Même les hobbies les plus dingues. On en a un qui était passionné de collection de bouchons, je sais pas quoi. Ouais, ce genre de truc. Et ben, il nous a fait une super plateforme d'échange de collectionneurs. Il n'y a pas un truc, en fait, qui ne peut pas se transformer en gros business. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui anime votre vie, vous allez gagner. Et c'est facile à comprendre. Si vous vous dites que vous faites une boîte pour réussir une boîte, ben vous avez le problème que si la boîte échoue, vous allez être très malheureux, vous allez être très down. Alors que quand vous avez un hobby, tout n'est que de l'upside. Puisque chaque jour que vous passez à faire votre hobby n'est finalement qu'un jour de plus où le voyage est intéressant. Ça marche pas à la fin, pas très grave. Vous pouvez parler de bouchons toute la journée. Et vous adorez les bouchons. Ou vous adorez les timbres, ou vous adorez la crypto, ou vous adorez machin. Et d'ailleurs, pourquoi la plupart des grandes technologies commencent toujours par des hobbies ? Parce que la plupart des grandes technologies sont inventées par des gens qui n'ont aucune idée de leur application commerciale. Le dernier grand en date, c'est les cryptos. Si vous prenez les gens qui faisaient des cryptos il y a 8 ans, 7 ans, 6 ans, ce pas des gens qui pensaient qu'ils allaient devenir richissimes. C'est simplement des gens, soit qui voulaient détruire l'État, soit qui étaient des anarchistes passionnés, soit des espèces de gros geeks qui trouvaient ça incroyable de distribuer de l'information, etc. Les capitalistes, ils sont arrivés dans les cryptos il y a peut-être 2 ans. Ça a mis énormément de temps. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe ? Quand les capitalistes arrivent, ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance aux gens dont c'est le hobby. Parce que ça fait 5 ans qu'ils réfléchissent à la blockchain, ça fait 6 ans qu'ils réfléchissent à la décentralisation. Et en fait, sur un truc exponentiel comme ça, c'est énormément d'avance. L'informatique personnelle, quand vous regardez les histoires de Steve Jobs et Steve Wozniak et les grandes légendes, Bill Gates, etc., ces gens-là, ils allaient dans des clubs amateurs d'informatique et le premier Mac a jamais été présenté pour être une entreprise. Le premier Mac a été présenté en disant « Regardez, on a construit ça dans notre garage, vous en pensez quoi ?» Et tout le monde a dit « J'en veux un, j'en veux un ». Et ils en ont vendu 10, puis ils en ont vendu 100, puis ils en ont vendu 1000. Puis là, ils se sont dit peut-être qu'il faudrait faire une usine, etc., etc. Mais ça, c'est le parcours le plus organique de l'entrepreneuriat et qui est fondé sur une passion. C'est pas le seul chemin. Tout le monde n'a pas un hobby. Le deuxième chemin, c'est le chemin pragmatique. Alors, je vais vous donner un conseil. Dans la vie, quand on n'a pas de passion, il y a un truc qui fait qu'il y a un très beau moteur, c'est l'argent. L'argent, c'est un truc génial parce que c'est neutre, universel, accepté partout. Il n'y a pas une société dans le monde qui n'a pas d'argent, pas une. C'est la fiction la plus universelle sur Terre. Aucune religion sur le monde a ce niveau de monopole. L'argent est aux idées ce que Windows était au système d'exploitation, quoi. C'était le truc réellement monopolistique. D'ailleurs, même, vous savez, les sociétés de troc où les gens s'échangent des trucs en disant « à bas l'argent, je t'échange 3 poulets contre machin »,
et finissent tous par créer leur propre monnaie locale. C'est délirant. Bon, ils sont pas dans le système monétaire financier international, mais ils se rendent bien compte qu'en fait, les mecs qui ont créé l'argent n'étaient pas trop cons. Ils se sont dit, plutôt que transporter le poulet, je te donne 3 billets, tu m'en rends 2, c'est cool. Le poulet, il est là où il est, tu viens le chercher quand t'as faim, quoi. Donc il y a un truc incroyable avec l'argent, c'est que c'est une vieille fiction, c'est une fiction qui a été remplacée par rien. À chaque fois que quelqu'un a voulu remplacer le modèle de l'argent, il s'est planté. Et alors pourquoi l'argent c'est très puissant? Parce que si vous n'avez pas de passion, ça vous permet d'avoir quelque chose de mesurable et objectivable. Le business est un monde formidable dans lequel soit vous avez raison et vous gagnez de l'argent, soit vous avez tort et vous en perdez. Et le montant que vous perdez, ce sera toujours le bon montant de la bonne leçon que vous méritez. C'est incroyable, c'est magique comme système. Ça se price naturellement, sans que vous ayez rien à faire. Et l'argent, c'est un truc incroyable, c'est que ça permet de ne pas réfléchir et d'être concentré fondamentalement sur un outcome qui est « j'ai raison, ça marche, j'ai pas raison, ça ne marche pas ». Alors évidemment, l'argent, c'est en général une motivation de second ordre. Souvent, les entrepreneurs ne peuvent pas être entrepreneurs que pour l'argent parce que c'est trop dur. Mais s'il n'y avait pas l'argent, il y a peu d'entrepreneurs qui le seraient. Donc nous mentons pas, je sais bien qu'on est en France, que ça ne se fait pas, entrepreneuriat social, humanitaire, circulaire, tout ce que vous voulez, génial. À la fin de la journée, si vous êtes entrepreneur, c'est aussi pour être libre. Et la façon la plus simple d'être libre, c'est d'avoir de l'argent. C'est un truc magique, l'argent, pour ça. Une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même arrêter de travailler. C'est une grande liberté. Et c'est une liberté que beaucoup d'entrepreneurs aspirent à avoir. Alors, quand vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de passion et que vous ne savez pas quoi faire, réfléchissez de façon concrète à qu'est-ce que vous pouvez apprendre qui peut vous rapporter un maximum d'argent et créer cette boucle très simple et très neutre. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. Apprentissage, savoir, retour sur investissement. Et si vous arrivez à créer cette boucle, vous verrez, c'est très satisfaisant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, tel truc, c'est chiant, je sais pas quoi, c'est pas ma passion ». C'est marrant, à chaque fois qu'ils ont de la traction, ça devient bizarrement leur passion. Parce qu'en fait, c'est hyper enthousiasmant de faire quelque chose qui marche. Ça a l'air con, mais être envers et contre tous sur un truc qui marche pas parce que c'est une passion, c'est réservé à une toute petite minorité de cinglés. La majorité des gens, ils ont besoin d'un feedback positif du marché. C'est très dur de passer 10 ans de sa vie à faire quelque chose envers et contre tous. Passer 10 ans de sa vie à faire quelque chose envers et contre tous, c'est pas agréable. Si vous faites quelque chose et que vous avez un feedback de marché, c'est plutôt efficace. Et dans ce cas-là, comment vous sélectionnez une idée? Mais tout simplement en les testant. Les idées ne deviennent pas importantes. Et on va revenir concrètement sur les différentes constructions. Et la troisième voie, pour trouver des idées, c'est tout simplement de rejoindre le projet de quelqu'un. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Si vous prenez la voie 1, la voie des gens qui sont passionnés, etc., vous pouvez vous dire que ça peut être hyper intéressant d'aider quelqu'un à réaliser sa vision. Par exemple, je vais vous donner un petit secret que je raconte pas très souvent. Moi, j'y croyais pas du tout à The Family. Mais vraiment pas. Moi, le jour où j'ai appris que j'allais faire un incubateur, c'est un des pires jours de ma vie. Hein. J'étais ah putain, fais chier. On va jamais gagner de pognon. C'est le boulot le plus ingrat du monde en fait d'aider des entrepreneurs. Les gens qui veulent mentorer des entrepreneurs, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Moi, je les connais les bestioles. C'est quoi un entrepreneur? En général, c'est un mec qui écoute personne, qui est persuadé d'avoir raison envers et contre tous. Et puis en plus, quand il se prend le mur parce qu'il a eu tort, il vous en veut de lui avoir dit qu'il allait se prendre le mur. Donc en fait, c'est perdant, perdant, perdant. Le problème que j'avais, c'est que j'avais vraiment envie de faire un truc avec Alice. Et Alice, elle était à fond dans sa colonie de vacances. Elle avait un truc, ça s'appelait le camping, qui est devenu le Nouma. Elle faisait des trucs, des démodés, des accélérations. Il y avait des entrepreneurs. Et quand on rentrait là-dedans, il y avait une énergie incroyable. Moi, ce qui me fascinait, c'était l'énergie d'Alice. Et donc, quand Alice me dit « Ouais, on va faire la même chose en privé, en mieux et tout », je disais « Putain, on va vraiment faire ça ?» Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est libérateur de travailler pour la passion de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous pouvez être très froid.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à démonter le truc. J'ai commencé à me dire, ok, très bien. Si on veut faire un truc qui marche, qu'est-ce qu'on peut faire que personne d'autre ne fait? Qu'est-ce qu'on peut casser que les autres font pas? Pourquoi 99% des accélérateurs et des incubateurs ont tous le même modèle dans le monde? Tout simplement parce que personne n'a compris le modèle original. Le modèle original, il a été créé par Y Combinator et Paul Graham. Quand Y Combinator et Paul Graham créent ce modèle, ils ont un contexte et un marché qui est la Silicon Valley, qui est un contexte unique. Vous pouvez pas juste... C'est pas parce qu'il y a des mecs qui montent sur scène et qui parlent avec des mots-clés et des buzzwords que ça devient la Silicon Valley. Non, la Silicon Valley, c'est quelque chose d'invisible, de profond. C'est le seul endroit au monde où on peut mettre de l'argent sur quelque chose qui n'existe pas et qui peut-être se plantera dans un an sans aucun regret. C'est ça le grand secret de la Silicon Valley. La Silicon Valley, le secret, c'est que c'est le seul endroit au monde où il y a plus d'argent que de projets. Partout dans le monde, les projets galèrent pour avoir de l'argent. La Silicon Valley, c'est une infrastructure où il y a plus d'argent que de projets. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'argent que de projets? Les règles, elles changent. D'un seul coup, les héros, ça devient les entrepreneurs. D'un seul coup, le pitch devient hyper important parce que c'est le pitch qui attire des montagnes d'argent. Et les investisseurs deviennent des cheerleaders parce qu'ils ont peur de se mettre à dos, les entrepreneurs. C'est tout bête, la Silicon Valley. C'est une simple structuration économique d'une contrainte qui est qu'il y a trop d'argent, pas assez d'entrepreneurs. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent. La Vallée investit plus dans les startups que la somme de tous les autres écosystèmes dans le monde. Ça fait toujours rire quand les mecs sont là. Ouais, c'est où la prochaine Silicon Valley? Nulle part. C'est comme ça. Les phénomènes dominants, ça se reproduit jamais. Dans l'histoire de l'humanité, quand la Renaissance est apparue, la Renaissance française n'a rien à voir avec la Renaissance italienne. Personne n'a jamais réussi à refaire la Renaissance italienne. Vous allez en Italie aujourd'hui, 90% de ce que vous voyez a été créé à la Renaissance. Vous imaginez qu'en moins de 150 ans, les mecs ont créé une industrie du tourisme qui perdure depuis 5 siècles et demi et qui est intacte. C'est ça en fait un phénomène exponentiel. C'est que vous n'avez pas un artiste, vous avez des milliers d'artistes. Vous n'avez pas une statue, vous avez des dizaines de milliers de statues. Et de la même façon, la renaissance de la vallée sur les startups, si vous voulez faire un truc ailleurs, vous ne pouvez pas copier. Et alors, pourquoi les gens copient? Parce que les gens pensent que le modèle est la cause de la réussite. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, un modèle est la conséquence de la réussite. Pourquoi on fait des démodés dans la vallée? Pourquoi on fait monter les gens sur scène pour pitcher? Mais tout simplement parce qu'il y a trop d'argent. Si vous faites la même chose, qu'est-ce qui se passe dans tous les démodés en Europe et dans toutes les présentations investisseurs? Les mecs, ils viennent, ils annonnent leur pitch. Gna, 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 gna. En plus, ils n'ont pas la chance d'être américains, parce que les Américains, c'est un truc extraordinaire en pitch. Ils vous pitcheraient vous-même, vous diriez « Putain, je suis trop cool ». Putain, je trouvais que j'étais vraiment mal dans ma peau, mais maintenant, depuis qu'il m'a pitché, je me sens mieux. C'est ça, dès que vous avez l'âge de 5-6 ans, vous faites des show and tell. C'est une éducation assez profonde au storytelling, en fait. Et donc, vous arrivez sur scène, vous pitchez, et il y a plein d'argent. Et donc, les gens, ils se battent. Vous faites la même chose en Europe, qu'est-ce qui se passe? Les mecs disent je sais pas, ça a l'air compliqué quand même. Et le marché, et le business plan, et la case Excel F32, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi si je change F16, F32 ne change pas? Et les mecs ils se disent mec, il y a une arnaque là, je n'ai pas compris. Pourtant j'ai tout fait pareil, j'ai monté sur scène, j'ai regardé au loin. J'ai dit, I'm an entrepreneur. I'm here to disrupt something big and you will make a lot and lot and lot of money. Ok, super. Et en fait, les gens se rendent compte que la structure de marché n'est pas la même. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, quand vous faites quelque chose dans l'admiration de quelqu'un, vous pouvez être très froid et vous pouvez vous mettre à son service. De la même façon que je me suis mis au service de la vision d'Alice et que tout ce qu'on a créé, c'est simplement une forme hyper originale d'une simple idée, d'un simple geste qui repose sur le fait que Alice rêvait de créer une colonie de vacances. C'est ça en fait ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la plus belle colonie de vacances. Alors avec des entrepreneurs, de l'argent, des parts, machin, tout ça. Mais tout ça, c'est l'intendance qui suit. Le cœur, c'est les gens. Le cœur, c'est l'amour des gens. C'est comment on fait quelque chose qui fait vibrer les gens. Comment on devient pote avec nos entrepreneurs. Pourquoi ça s'appelle The Family? Les gens me disent toujours, c'est quoi The Family? Mais c'est écrit.
The Family. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? C'est la famille. Le message est là. Le message, c'est qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Le projet est dans le nom et le nom est le projet. C'est comment vous créez ce sentiment d'appartenance quasi rationnel, c'est un peu secte, où les gens se disent « Ok, c'est l'endroit où j'ai envie d'être, c'est les gens avec qui j'ai envie d'être, et c'est l'endroit où j'ai envie de tester des choses, de faire des choses, parce que j'ai l'impression que les gens me ressemblent. » Et donc, vous pouvez réinventer le modèle de zéro. On n'a pas de démodé, on n'a pas de batch, on n'héberge personne, on n'a pas de fonds d'investissement, on n'est pas un VC. Souvent, les gens disent « Mais je ne comprends pas, vous faites quoi ?» Ben justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on fait quelque chose de tellement unique que c'est dur à décrire. Et ça, c'est un niveau où je vous souhaite tous de l'atteindre un jour. C'est que la plupart des bonnes idées sont indestructibles. Si je vous dis Amazon, c'est quoi? Vous allez dire, c'est un site de e-commerce. Pas tout à fait. Plateforme de logistique? Pas tout à fait. Boîte dans l'IA? Pas tout à fait. Data center? Pas tout à fait. Et en fait, Amazon, c'est des centaines de choses dans une combinaison hyper rationnelle. Mais vous ne pouvez jamais créer un objet aussi complexe. Un objet complexe est impossible à décrire, a posteriori. Par contre, il est impossible à construire a priori. Jeff Bezos, il ne s'est pas installé dans un fauteuil et il n'a pas fait un schéma de tout ce que Amazon peut être en disant « Alors, on va vendre des livres. Quand on aura dépassé le milliard de profits dans les livres, on va utiliser pour lancer 10 nouveaux produits. Là, ça nous permettra de financer une infrastructure de serveurs qu'on louera à d'autres entreprises pour récupérer leurs data, savoir quelle boîte se vend le mieux sur Amazon et permettre de lancer ces produits en propre. D'ailleurs, on connaîtra les meilleures usines, on les achètera, comme ça on fera plus de marge et ça nous permettra de faire pas de marge sur les produits de consommation courante, beaucoup de marge sur les produits à faible volume et on va gagner une tonne de fric dans 20 ans. Voilà, c'est mon business plan, les gars. Non, Jeff Bezos, il a fait comme tout le monde, il s'est dit, tiens, est-ce que je peux vendre un livre? Ah, c'est marrant, les gens, ils ont acheté mon livre. Mais pourquoi ils ont acheté mon livre? Ils sont fous, les gens, ils ne me connaissent pas. Bezos raconte cette blague que j'adore, c'est qu'il s'est dit que le premier client d'Amazon, la première fois qu'un mec a commandé un truc sur Amazon, c'était un fou. Il dit, personne ne me connaissait, et il y a un mec qui arrive, il met sa carte bleue, et il attend de se faire livrer un livre, il reçoit le livre et il fait un petit email. Ah, merci beaucoup, très bien emballé. Et il s'est vraiment dit, les gens, ils sont fous. Moi, je ne commande pas. Vous connaissez la première version du site Amazon? C'était une page HTML où il fallait faire CTRL F pour trouver dedans. Et il y avait tous les livres du stock sur une seule page, en scroll. C'est ça, la première version de Amazon. Et après, les gens... ils racontent n'importe quoi. Jeff Bezos, le visionnaire, Jeff Bezos... Mais Jeff Bezos, le visionnaire, ça se construit. Si un jour vous avez 100 milliards sur un compte en banque, vous verrez un truc assez magique. C'est que d'un seul coup, le monde entier vient vous donner des idées. D'un seul coup, le monde entier vient vous éduquer. Et d'un seul coup, vous avez accès aux gens les plus intelligents du monde. Et donc, vous avez l'air d'être super intelligent. Mais c'est un processus organique, en fait. Personne ne démarre comme ça. Personne ne démarre en étant... Jeff Bezos, on devient Jeff Bezos, on devient Mark Zuckerberg. Et la question, c'est à quel point vous avez et à quel moment vous avez envie de vous arrêter dans la courbe. Parce que est-ce que personne n'a vraiment envie de vivre comme il vit, tu vois? C'est quand même des vies timbrées. Donc c'est des choix personnels qui sont très profonds. Mais aucun de ces choix ne tient en fait à une idée. Amazon, c'est des centaines, de dizaines, des milliers d'idées qui se combinent, qui s'entrecroisent, qui meurent, qui testent. C'est des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. C'est des visions a posteriori. Ils ont fait des choses en croyant A, et en fait, ils découvrent que ça fait B. Et après, ils disent à tout le monde, ouais, on a eu le plan de faire B. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la réalité. Et la réalité, c'est complexe. Et il y a une seule façon de créer une idée complexe, et il y a une seule façon de créer une idée vraiment enthousiasmante, c'est de faire des choses et de laisser la réalité l'affiner. C'est un peu comme un processus de poterie où les mains, c'est le marché. Vous savez, la fameuse main invisible. Vous êtes la terre et vous proposez de l'argile. Et en fait, les mains invisibles du marché vont donner une certaine forme à votre poterie. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est être dans ce processus
permanent de poterie. C'est pas être sur une chaise, fermer les yeux et imaginer quelque chose qui un jour existera. Ça, tout le monde peut le faire. Ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est de créer des choses. Alors, concrètement, où c'est qu'on peut trouver des idées? En fait, les idées, il y en a partout autour de nous. D'abord, la chose la plus simple que vous pouvez faire, et je la recommande à tous les first-time entrepreneurs, et d'ailleurs à tous les entrepreneurs expérimentés le savent, c'est que la façon la plus simple de lancer quelque chose, c'est de copier. Alors Picasso avait cette phrase incroyable qui disait les grands artistes copient, les génies volent, et vous devez vous en faire vôtre dans l'entrepreneuriat. Alors je m'explique. Il y a un problème avec la copie, c'est que pendant très longtemps, on a confondu copie et clonage. Rocket Internet est un bon exemple de ça. Rocket Internet ne copie pas les boîtes, Rocket Internet clone les boîtes. Et cloner, c'est épuisant. Parce que cloner, ce n'est pas un processus actif et c'est surtout pas un processus créatif. Si vous clonez quelque chose, vous avez deux problèmes. Un, c'est un processus passif, parce que vous devez toujours attendre que l'autre fasse quelque chose pour le faire vous-même. En plus, c'est un processus très coûteux, parce que vous pouvez cloner les erreurs des autres, malgré votre bon jugement. Donc, regardez le nombre de boîtes que Rocket Internet a clonées, avec ce processus incroyable où la boîte se lance, Rocket se lance, la boîte lève sa A, Rocket lève sa A, la boîte lève sa B, Rocket lève sa série B, et puis ensuite la boîte fait faillite, Rocket fait faillite. C'est fabuleux comme process en fait. Parce que le clonage, c'est épuisant. Et en plus, quand vous clonez, vous êtes face à des mecs qui sont tellement profonds, tellement créatifs, tellement puissants, que ça vous vide de votre énergie. C'est ce qui s'est passé avec Airbnb. Vous imaginez ce que c'est cloner Brian Chesky? C'est infaisable. Le mec, il a sans doute une vue à 200 ans de ce que Airbnb peut être. Il a vécu 3 ans dans des Airbnb. Tous les jours, il a une nouvelle idée. Tous les jours, il veut faire un nouveau truc. Et vous êtes là et vous clonez. Mais c'est insuivable. Vous ne pouvez pas imiter cette énergie de l'extérieur. Ça, c'est le genre d'énergie qui viennent de l'intérieur. Vous ne pouvez pas regarder un mec et vous dire « Tiens, je vais faire pour lui ». Pour prendre une image sportive, assez métaphorique pour moi, c'est imaginer que vous essayez de faire tout l'exercice d'un champion olympique et vous dites « C'est ça le sport ». C'est de faire tout ce que ce mec fait et vous tombez sur Usain Bolt. Il faut combien de temps avant de vous taper une crise cardiaque et de mourir? Il y a un moment, c'est juste épuisant. Usain Bolt, il est Usain Bolt parce qu'il a une vie particulière, etc. Non, la copie, c'est pas ça. La copie, c'est l'appropriation de 80% du travail pour vous concentrer que sur les 20% de votre propre version. Pourquoi? Parce qu'en fait, copier quelque chose, c'est un processus créatif, innovant et parfaitement personnalisable. Pourquoi? Parce que quand vous copiez, vous ne faites que donner votre propre version au monde de ce que le monde a déjà proposé. Si vous vous dites « je vais faire un hôtel », ben évidemment que ça ne sert à rien de tout réinventer. C'est complètement con. Vous allez faire quoi? Vous allez découvrir et tâtonner pour réinventer la compta d'un hôtel, le business model d'un hôtel, comment une chambre fonctionne, une serrure. Vous allez rester 6 mois en R&D en vous disant « bon, dans notre hôtel, on aura un truc, ça ferme les espaces. Et bon, peut-être que c'est comme ça ou comme ça. Et puis on mettra un truc dessus qui permet de garder la vie privée. » Attends, tu parles d'une porte et d'une serrure, là? Ouais. Mais c'est tout nouveau. C'est révolutionnaire. Non, la serrure, c'est un truc qui fonctionne bien, technologie du XIIe siècle. Ouais, vous pouvez avoir des petites variations, serrure électronique, carte magnétique, peu importe. Mais à la fin de la journée, si vous ouvrez un hôtel, personne ne vous attend sur la serrure. Vous voyez vraiment un critique d'hôtel venir et dire « Les gars, cet hôtel est incroyable. C'est la plus belle serrure que j'ai jamais vue. » On arrête là. Je dors dans le couloir. Vraiment là, écoutez, si vous permettez, j'aimerais faire un bisou à cette serrure parce que j'ai jamais vu une serrure pareille. Personne dit ça. Et pourtant, les entrepreneurs ont ce genre de trip. Les entrepreneurs pensent que tout réinventer, c'est ce qui fait d'eux des entrepreneurs. Je dis pourquoi?
Non, ce qui fait quelqu'un d'un entrepreneur, c'est de gagner stratégiquement un marché. Et pour gagner stratégiquement un marché, il faut savoir qu'est-ce qu'on copie, qu'est-ce qu'on prend et où on innove. Et on innove où? Sur ce qui justement ne va pas. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on invente quelque chose de zéro, on a la chance de pouvoir éviter les erreurs qui ont déjà été faites. Prenez cette valeur pour ce que c'est. En fait, la copie, c'est un processus d'apprentissage. Chaque œuvre d'art démarre par la copie. Regardez en musique. Regardez les reprises en musique. Les reprises en musique ne sont pas simplement quelque chose qui est une pure copie de ce qui a déjà été fait. Non, c'est le fait d'apporter sa propre voix à une chanson, à des paroles, à un rythme, à un beat. Et c'est de pouvoir en extraire de la valeur et de pouvoir en extraire un nouveau geste. Dans la musique, ça arrive tout le temps. Regardez le nombre de reprises dans la musique qui sont mieux que l'original. On connaît la reprise, mais on ne connaît pas l'original. Parce que finalement, l'original, aujourd'hui, ça sonne plus dans l'air du temps, c'est anachronique, on n'arrive plus à vibrer avec la version originale. Alors que la reprise, on la trouve tellement fraîche, tellement chill, on vibre avec ça. Et ben l'entrepreneuriat, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'amener votre propre version à des choses qui existent déjà. C'est de faire quelque chose où vous vous dites, ok, ça existe déjà, mais moi, je vais apporter ma propre version et je vais apporter mon propre instinct. Et si vous regardez autour de vous, il y a des milliers d'idées que vous pouvez faire. J'ai jamais compris ce truc où les gens ils se disent, je cherche une idée, j'invente une idée seule dans ma cave, là, je vais chercher sur Google et je vois un obscur mec en Thaïlande qui fait la même chose. Je dis, ah non, merde, ça existe déjà. What? Mais pourquoi? Est-ce que vraiment le type en Thaïlande ou aux États-Unis est déjà dominant? Est-ce qu'il a parlé à tous les clients possibles? Est-ce qu'il a fait tous les segments? Est-ce qu'il machin? Enfin, vous n'imaginez pas l'argent qu'on peut faire à partir du moment où on s'enlève cette espèce de poids mythique de l'originalité ultime. Comme si le jeu, c'était de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Quand on fait quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est simplement qu'on est ignorant. C'est qu'on ne sait pas tout ce qui a été fait. D'ailleurs, by the way, je peux vous donner un petit conseil. Il y a un petit test qui marche à tous les coups. Si vous avez une idée qui a une très faible barrière technologique à l'entrée, très très faible, et que ça a l'air de ne pas exister, ça veut dire que tous les mecs qui l'ont fait ont fait faillite. Ça, c'est un vrai insight et c'est un vrai secret. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Tout a déjà été fait. Tout le temps. Et donc, le fait d'être premier à quelque chose, ça n'existe pas. Le fait de faire quelque chose dans une certaine combinaison, avec le petit détail qui tue et qui fait la différence, ça oui, ça existe. Mais c'est pour ça que copier, c'est un processus noble. Et d'ailleurs, dans l'art, pendant très longtemps, à l'époque où les artistes avaient encore des formations, la formation classique d'un artiste, c'était de copier les grands chefs-d'œuvre. On commençait par copier, on apportait sa touche, 10%, 20%, jusqu'au moment où on se sentait prêt à créer sa propre œuvre. Et créer sa propre œuvre, c'était l'aboutissement et le cheminement d'une démarche. Pourquoi l'entrepreneuriat serait différent? Pourquoi l'entrepreneuriat serait un objet où en fait le but du jeu, c'est d'être exclu des autres, de vivre dans sa bulle, de vivre dans son échelle et de ne rien avoir de connecté au réel? Bien sûr que si, l'entrepreneuriat c'est comme l'art. Il n'y a aucune différence entre le geste artistique et le geste entrepreneurial. La probabilité de faire un chef-d'œuvre du premier coup, du premier trait, n'existe pas. Personne ne construit un chef-d'œuvre comme ça. Et même les grandes idées autour de vous. Est-ce que Facebook, c'est Facebook? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était Facebook il y a 10 ans? Est-ce que vous arrivez ne serait-ce à imaginer étape par étape le processus par lequel Facebook est passé pour devenir Facebook? Qu'est-ce que c'est Facebook aujourd'hui? C'est indescriptible. Imaginez, vous rencontrez un alien, il ne connaît rien à nos sociétés humaines, et vous avez 30 secondes pour lui expliquer ce qu'est Facebook. C'est impossible comme exercice. Parce qu'en fait, Facebook, c'est devenu quelque chose de protéiforme, avec en plus maintenant des filiales, WhatsApp, Instagram, machin, qui en fait ont des effets de réseau entre elles, et la façon dont votre mère utilise Facebook, c'est pas la façon dont vous utilisez Facebook, qui est pas la façon dont votre petit frère utilise Facebook. Combien il y a de versions de Facebook en parallèle aujourd'hui?
Combien il y a de façons d'utiliser Facebook? Combien il y a d'usages de Facebook? Il y a des gens qui utilisent Facebook pour des trucs absurdes. Par exemple, il y a des entreprises qui créent des groupes Facebook en mettant tous leurs documents confidentiels dedans. Ceci n'est pas une blague. Parce qu'ils trouvent ça sympa, les groupes Facebook. On peut poster des gifs, ça rend le truc plus cool. Est-ce que vous croyez vraiment que Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, dans sa chambre à Harvard, il s'est dit un jour, une grande entreprise française créerait un groupe pour partager des secrets industriels dedans? Déjà, il ne savait pas ce qu'était un groupe, il n'avait pas l'image de ça, et il n'aurait jamais imaginé que des gens puissent être aussi dingues. Et c'est ça qui est fou. La réalité est toujours plus étonnante que votre imagination. Trump en est la preuve vivante. Hein. Imaginez, vous allez voir un film, et Trump est dans le film, et il est président américain. Vous sortez du film, qu'est-ce que vous dites? Bah, vous faites un commentaire Télérama. Je trouve que les scénaristes ont été un peu loin dans la fiction. Bon, le mec est maintenant président des États-Unis, vous faites quoi? Bah, vous prenez l'info et vous réévaluez ce qui est possible et vos standards. Bah, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Les idées ne sont pas réelles puisque les idées n'en sont que ce qu'on en fait et la façon dont les gens les réceptionnent. Et des fois, les gens réceptionnent des idées de façon très différente. Un des exemples qui m'a le plus fasciné dans l'histoire du monde, c'est Flickr. Alors, c'est une vieille boîte. Je pense que beaucoup de gens ici ne savent même pas ce que c'est, mais c'était un truc où on postait des photos. C'est un peu le premier MySpace avant MySpace, une sorte de réseau social où on postait des photos. Et en fait, ça a été créé à l'origine. Vous jouez à un jeu vidéo et vous prenez en photo le résultat, votre scoreboard, parce qu'à l'époque, les jeux ne sont pas en réseau, et vous le postez sur Internet pour vous la péter. Ouais. Et ça a levé 5 millions de dollars. Hein. Quand je vous dis que dans la vallée, il y a plus d'argent que d'idées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont vu ce truc. Ils se sont dit, what the fuck? Par contre, c'est assez marrant. La techno est pas mal pour mettre mes photos de vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Flickr? Ils ont embauché une dizaine de modérateurs dont le seul boulot était de traquer les mecs qui utilisaient Flickr pour mettre leurs photos de vacances en leur disant « Ici, c'est une plateforme pour les jeux vidéo, dégage ». Et puis en fait, c'est devenu tellement dingue qu'ils ont dû embaucher 10 modérateurs de plus. Et un jour, ils ont eu cette conversation en board. J'aurais tellement voulu être dans cette pièce ce jour-là. Où leur invest leur dit « Attendez, je ne comprends pas les gars, c'est qui tous ces modérateurs que vous embauchez là ?» Il dit « Ouais, les gens, c'est des connards, ils mettent leurs photos de vacances. » Leurs photos de vacances? Ouais, mais combien de gens mettent leur score de jeux vidéo? Bah personne, il n'y a que des photos de vacances sur notre site. Alors attendez, on va essayer de la faire simple. Donc, d'un côté, vous faites un outil pour que les gens mettent leur score de jeux vidéo, mais toute évidence, personne n'en a rien à foutre, personne ne met de score. De l'autre côté, il y a des gens qui l'utilisent malgré la modération, qui trouvent un moyen d'utiliser votre plateforme envers et contre vous. Et c'est en croissance comme ça, et vous embauchez des gens pour arrêter la croissance. Vous êtes malade en fait. Et là, les mecs se sont dit, ouais, tiens, c'est marrant, faudrait peut-être pivoter. Et vous savez qui est ce mec? C'est le fondateur de Slack. Ce mec, ensuite, a créé Slack. Donc c'est pour vous dire, on peut être vraiment stupide quand on est entrepreneur et qu'on est le nez dans le guidon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, j'ai fait une erreur que je n'en ferai plus jamais. J'étais obsédé par mon idée. J'étais tellement obsédé par mon idée que j'ai oublié que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but du jeu, c'est de gagner. Si vous gagnez en ayant tort, c'est pas grave. Vous gagnez. Le but du jeu, c'est pas de prouver au monde que vous aviez raison, que votre vision était la bonne. Ok, vous avez créé un truc, c'est utilisé différemment. Mais vous devez embrasser le fait que ce soit utilisé différemment. Vous devez en être heureux. Vous devez l'utiliser à votre faveur et à votre avantage. Alors, une des façons de trouver des idées, c'est simplement d'être data-driven. Et il y a 3 grandes techniques. D'abord, vous pouvez regarder les best-sellers vendus sur Amazon pour savoir qu'est-ce que les gens aiment. En fait, il y a plein de sources de données dérivées pour savoir qu'est-ce qui sera bientôt une tendance. Si vous voyez que les gens cherchent plein de livres sur un sujet donné, vous pouvez vous intéresser au sujet donné. Et ces datas, elles ont la chance d'être disponibles puisque Amazon classe
dans toutes les rubriques, les meilleures ventes. Et ça vous donne franchement un snapshot assez intéressant de quelles sont les données. Alors, une autre source de data de ce type-là, c'est Google Trends. Un autre exemple de data qui vous est accessible, c'est les démographies sur Facebook dans l'interface pub. En fait, vous avez plein aujourd'hui sur Internet de façons de savoir non pas si une idée est intéressante, mais de savoir à quoi les gens s'intéressent en ce moment. Par exemple, je vais vous donner une idée sur laquelle on travaille actuellement. On la garde entre nous, ok? C'est secret. Non, je rigole. C'est la bière sans alcool. Prenons cet exemple, la bière sans alcool. Aujourd'hui, dans le monde, quand vous vendez de la bière, dans à peu près tous les pays, vous avez d'ailleurs la bière ou n'importe quel alcool, vous avez une taxe spécifique sur l'alcool. Donc la TVA des alcools, elle n'est pas à 20%, elle est à 20 plus quelque chose. Alors, il y a des pays délirants, genre la Finlande. En Finlande, la bière, c'est, je crois, 70 ou 80% de taxes. Ce qui fait que la bière, c'est vraiment, vraiment très cher. Et si vous allez dans un supermarché en Finlande, en Suède ou en Norvège, qui sont des pays qui ont des taxes sur l'alcool complètement délirants, que vous regardez le prix de l'alcool des boissons alcoolisées et le prix des boissons non alcoolisées, la différence de ratio est délirante. Alors, ce qui est marrant avec la bière sans alcool, c'est qu'une bière sans alcool, si vous regardez Heineken Zero ou n'importe quelle bière sans alcool, elle est vendue exactement le même prix qu'une bière. Psychologiquement, vous achetez une bière. Pourtant, il y a beaucoup moins de taxes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de profits et surtout, ça veut dire que vous avez dans la chaîne de valeur un pourcentage d'argent disponible pour aller corrompre la chaîne de valeur. Parce que vous pouvez donner plus de points au distributeur et vous pouvez dire au distributeur, si tu vends une bière avec alcool, tu gagnes X. Si tu vends une bière sans alcool, tu gagnes X plus 10. Et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais il y a de plus en plus de gens qui boivent des bières sans alcool. Comment nous, on a découvert ça? Tout simplement en tapant dans Google Trends « bière sans alcool ». Il faut regarder la courbe, c'est délirant. Oui, parce qu'en fait, les gens, quand ils sont intéressés par un truc, ils le tapent dans Google. C'est bizarre, vous pouvez vous dire, mais qui va taper bière sans alcool dans Google? En fait, parce qu'il y a... Comment? Les femmes enceintes. Oui, non, mais c'était plus métaphorique comme question. C'était plus quelle idée d'aller taper sur notre truc sur Google. Tu vas dans un supermarché, tu achètes ta bière sans alcool. Mais non, en fait. Les gens se renseignent, ils cherchent des infos, etc. Donc, effectivement, il y a les femmes enceintes, il y a Kasher, il y a Halal, il y a tous les gens qui ne veulent pas boire d'alcool, il y a tous les gens qui mangent du quinoa. Enfin, c'est que des marchés en pleine explosion. Et bien, vous voyez, ça, c'est typique d'un raisonnement que vous pouvez entièrement faire de façon data-driven. Et ensuite, tout le jeu, c'est quelle est votre version de la bière sans alcool. L'entreprise que nous, on lance en ce moment avec des entrepreneurs as a family, la question, c'est quelle va être la marque? Est-ce que ça va résonner chez les gens? Est-ce qu'on va avoir le bon packaging? Est-ce qu'on va avoir la bonne expérience? Est-ce qu'on va avoir le bon marketing, etc. Mais l'idée bière sans alcool, elle est déjà là, autour de nous. Et c'est déjà une évidence que quelqu'un construira une boîte qui vaut 1 milliard dans la bière sans alcool. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le product market fit, il est évident. La structure de coût, elle est évidente. La structure de marge est évidente. Et le pricing est évident. Vous voyez, il n'y a pas besoin de réfléchir à tout ça. La seule chose sur laquelle vous avez besoin de réfléchir, c'est le marketing, le nom, la marque, etc. Parce que c'est là où, en fait, vous pouvez faire toute la différence. Et c'est là où vous donnez votre propre version des choses, votre propre ambiance. Et regardez Red Bull, c'est un très bon exemple de ça. Imaginez, pour rester dans les boissons, vous êtes un entrepreneur et vous goûtez Red Bull. Vous dites quoi? Vous dites c'est trop bon? Non, vous dites c'est dégueulasse ce truc. Maintenant, imaginons que vous faites un focus group avec 20 personnes. Et vous dites bonjour, j'ai décidé de lancer une boisson festive pour la nuit. D'ailleurs, j'aimerais vous faire goûter la boisson. Et vous mettez tout ça dans un verre et vous faites goûter aux gens. À votre avis, quelle est la probabilité que les gens disent « Ah, intéressant, ce petit goût amer, qui a l'air tellement chimique, c'est exactement ce que je cherchais. » Bon, qui ici boit du Red Bull?
Non mais faites pas semblant les gars. Toi je t'ai repéré toi. Lève la main. Évidemment en fait on a tous fini par boire un Red Bull parce qu'on a tous fini par croire à cette histoire que c'était une boisson énergisante. D'ailleurs le fait qu'elle soit dégueulasse ça participe au produit. On se dit ça marche ce truc. C'est pas possible qu'autant de gens en boivent en étant aussi dégueulasse si ça ne marche pas. Et vous voyez ce genre de prophétie autoréalisatrice. D'ailleurs, quand vous voyez les interviews du fondateur de Red Bull, il dit, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on a travaillé avec des agences marketing, ils nous ont dit de changer la recette pour que ce soit meilleur, parce que c'est le feedback des clients. Mais les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est le problème avec les idées. Le problème des idées, c'est qu'on ne peut pas discuter des idées. Si vous demandez à un type qui a une Porsche, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, il vous construit une Volvo. Mais une fois qu'il a construit la Volvo, il n'en veut plus. Parce qu'en fait, il voulait une Porsche. Mais ça, il ne le sait pas. Et pourquoi il veut une Porsche? Pas parce que la Porsche est une voiture confortable. Non, tout simplement parce que la Porsche, ça envoie un message, ça envoie un signal. Et en fait, c'est ça le talent d'un entrepreneur. Le talent d'un entrepreneur, c'est de rendre quelque chose qui est indescriptible, réel. C'est indescriptible, Red Bull. Qu'est-ce que vous voulez aller décrire Red Bull? Reprenons l'expérience de l'alien de tout à l'heure, pauvre alien. Après s'être tapé 30 minutes avec vous sur Facebook, maintenant il vous demande c'est quoi Red Bull? Oh. Alors, c'est à des nutriments? Ah, pas vraiment. C'est bon pour la santé? Non, c'est même d'ailleurs plutôt déconseillé quand on a des problèmes de cœur. D'ailleurs, même quand on n'a pas de problème de cœur, apparemment ça en produit. Et c'est assez célèbre comme boisson? Ouais, on adore. On adore. À 3 h du matin, un Red Bull, c'est vraiment le truc qui sauve, quoi. Donc vous voyez, c'est des constructions qui ne sont pas possibles à décrire a priori. Vous ne pouvez qu'à posteriori vivre ces descriptions. D'ailleurs, et j'en viens à ce point extrêmement important, faut-il parler de ces idées ou est-ce que je vais me faire piquer mon idée? Alors, ça a l'air d'être un sujet un peu moins courant dans l'écosystème qu'il y a 5 ans. Malgré tout, je reçois encore un DNA tous les 3 mois. Alors, juste un truc, les idées, ça ne se pique pas. Puisque de toute façon, les idées, si quelqu'un veut vous la piquer, il vous la piquera au lancement, 6 mois après, 3 ans après. Peu importe, il y a toujours un moment pour piquer une idée.